Salut, c'est Ariane de Confidence. Donc aujourd'hui, je vous présente l'épisode avec Claudia Chantac, qui œuvre dans le milieu de la danse contemporaine, qui est très active dans le milieu. On a parlé de tellement plein de belles choses. J'ai appris vraiment à la connaître. J'ai découvert beaucoup de choses que je ne savais pas sur elle. J'ai adoré parler de sa vision aussi de la danse et de tout ça. J'ai trouvé ça très inspirant, très intéressant. Et c'est ça. Donc aussi, je tiens à dire, ceux qui l'écoutent en version vidéo sur YouTube, j'ai eu des petits problèmes techniques de vidéo. On a le son, j'ai l'audio, tout est sous contrôle. On a la partie la plus importante du podcast, mais ça se peut que ça coupe ou en tout cas, je sais pas comment... Ceux qui sont habitués à me voir, vous n'allez pas me voir autant que d'habitude, c'est ça que je veux dire. Tout ça pour dire, bonne écoute! Claudia Chantac, salut! Allô? Merci d'avoir accepté mon invitation à Merci venir de l'invitation. jaser. On rentre directement dans le sujet. Yes. Je veux savoir, c'est quoi ta définition de la danse contemporaine? OK. La danse contemporaine, pour moi, c'est une danse d'auteur qui est, en fait, où on a la liberté de vraiment créer quelque chose qui est le plus proche possible de notre identité, autant comme créateur que comme interprète. Fait que c'est ce que j'aime beaucoup de la danse contemporaine, en fait, oui, il y a une base technique, mais on dirait qu'elle devient danse contemporaine quand on en sort, quand on se laisse toucher par notre propre histoire, notre propre vécu, expérience, ce qu'on a comme parcours artistique. Fait que c'est pour ça que je l'appelle danse d'auteur, parce que on en fait ce qu'on en veut. Ouais. Fait que pour moi, c'est ça la danse contemporaine. J'aime ça. Cool. Je suis curieuse de savoir comment la danse est rentrée dans ta vie. À quel moment? Oui, j'ai commencé à genre 3 ans et demi, 4 ans, là, à l'école de loisirs de ma petite municipalité de Québec. Là, je viens de la ville de Québec. Okay. Puis j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont inscrit dans plein d'activités juste pour découvrir qu'est-ce que j'aimais. Fait que, les sports, différents arts, la musique, la danse. Et je faisais du ballet classique, là, comme toutes les petites filles. Puis là, j'ai une grande sœur, fait que là, je faisais en fait les mêmes activités qu'elle. Puis de plus en plus, je me suis mise à vraiment aimer ça. Puis là, à prendre des cours de jazz, de moderne, un peu tout ce qui s'offrait. Puis là, faire partie de la troupe, là, puis tout ça. Fait que c'était vraiment ces débuts-là en danse. Puis après ça, t'as-tu été, mettons, dans une école secondaire où est-ce qu'il y avait une concentration danse? Non, même pas? Non, je viens d'une génération qui n'avait pas tant d'options comme ça. Oui, je pense qu'à Québec, il n'y avait même pas cette option-là en danse. Il y avait des options musique, mais même théâtre, c'était des cours optionnels. Il n'y avait même pas danse dans les choix de cours optionnels. Fait que j'avais même pas à faire ce choix-là. Fait que, ouais, j'ai continué. En fait, j'ai commencé à 3 ans, puis je suis restée dans cette école-là jusqu'à la fin de mon cégep, en fait, quand j'ai déménagé à Montréal. Fait que c'était vraiment cette école de loisirs-là que j'ai faite. Mais tu sais, j'en faisais comme 5-6 jours sur 7, là. J'en faisais vraiment beaucoup. Puis ma prof qui voyait que j'étais super allumée, mais tu sais, elle était au courant quand même quand il y avait des classes de maître ou quand il y avait des stages que je pouvais faire. Fait que j'ai fait beaucoup de stages à l'école de danse de Québec. Aussi, leurs stages qu'ils font juste avant la rentrée, là, qui est ouverte un peu à tout le monde. Ouais. Cool. Puis, t'es partie de Québec pour t'en venir à Montréal? Ouais. Pour étudier à l'UQAM ou il y avait autre chose? Étudier à Concordia. À Concordia? Ouais. En fait, j'aimais à la fois les arts visuels et la danse. Puis, j'arrivais pas à faire un choix. Fait que là, j'ai décidé que le hasard, ou en tout cas la vie, allait choisir pour moi. Comme ça, j'avais pas cette pression-là. Puis je me suis inscrite j'ai fait mon cégep en arts visuels. Et toutes mes profs me parlaient de Concordia comme étant une université avec un programme vraiment, vraiment le fun pour les arts visuels, puis aussi avec des profs super actifs. Fait que là, j'ai fait « OK, ça m'intéresse, je vais m'inscrire ». Et après ça, je regardais à Toronto le programme de danse là-bas. Et je me suis inscrite aux 2 et j'ai fait, j'aurai un nom, puis ça sera fait. Puis finalement, j'ai été acceptée dans les 2 programmes, mais, fait que là, ça ne réglait pas mon problème pantoute de vie. Mais
à Toronto, il y a comme eu plein de bugs avec le système informatique Internet. Fait qu'ils ont comme jamais réussi à avoir mon chiffre d'étudiant matricule de Internet, mais pas de personne. Puis là, c'était compliqué. Puis là, j'ai passé comme plein d'appels téléphoniques en anglais. Puis, bref, j'ai juste fait, hey, c'est trop complexe. Je vais aller à Montréal. Puis j'ai quand même une bonne partie de ma famille qui est à Montréal aussi. Fait que c'était plus... c'est ça. C'était plus simple comme choix. Puis, fait que j'ai atterri en art visuel à Montréal. Cool. Ouais. Puis, mais est-ce que là, tu as complété en art visuel? Oui. J'ai fait un programme en Intermedia in Cyber Arts, que je pense qu'il n'existe plus, mais c'était un peu pour les geeks de art visuel. Là. Fait qu'on avait des cours de montage vidéo, programmation, robotique, montage sonore, tout ça. Fait qu'on jouait là-dedans. C'était vraiment... J'ai adoré mes années à Concordia. Wow! Ouais. Puis, mais là, à ce moment-là, est-ce que tu dansais encore? J'avais arrêté de danser, je pense, pendant 1 an, juste pour me concentrer sur les arts visuels. Puis après ça, ça m'a vraiment trop manqué. Fait que je pense que c'est une bonne chose aussi que j'ai arrêté parce que là, ça m'a donné le goût d'en refaire. Puis là, j'ai plus suivi des petits cours à gauche, à droite. Là, genre, j'ai essayé des styles de danse urbaine, des classes de maître, autres trucs, juste pour me remettre dedans. Là. C'était plus pour dépenser mon énergie. Puis finalement, dans tout ce qui était dans mon programme, qui était beaucoup axé sur la rencontre des disciplines, ben là, je me mettais à utiliser mes connaissances en danse. Puis là, à un moment donné, j'ai fait « Ah, ben, ce serait le fun que ma réflexion en danse soit la même qu'en art visuel, ou en tout cas, la même base, tu sais, de savoir son histoire, savoir la technique, tu sais, nommer des choses, nommer des artistes qui m'inspirent, tout ça. » Fait que là, j'ai fait... Bah, je vais aller faire un autre bac. De toute façon, j'aime ça étudier. Puis j'hésitais entre les deux, fait que peut-être qu'au final, c'était d'en faire un après l'autre. Puis c'est là que je suis allée faire l'UQAM en danse. Et là, j'ai fini mon bac. Puis tout de suite après, j'ai fait une maîtrise. Fait oh my God! Ouais. Ah, je savais pas que tu as fait la maîtrise. Oui, direct après. Ouais. Wow! C'est beaucoup d'études. Oui, c'est beaucoup d'études, mais en même temps, c'est des études où la création est vraiment présente. Oui. Fait que, tu sais, tu restes dans un système scolaire, mais tu restes super active artistiquement. Et aussi, à l'UQAM, ce qui était génial, c'est qu'ils comprennent c'est quoi la vie professionnelle quand tu décides d'être artiste. Fait que, tu sais, j'en ai demandé là, des pauses de session pour pouvoir finir un show, puis comme avoir un délai pour certaines remises parce que j'avais un show. Puis, fait que ça m'a pris juste plus de temps pour finir la maîtrise, mais tant mieux, tu sais, ça te permet aussi à ta réflexion d'évoluer à travers le temps et les œuvres et les rencontres, tout ça. Fait que, ouais. Je suis curieuse, c'est quoi le sujet de ta maîtrise? Bon, le sujet. En fait, je voulais faire une maîtrise à la fois en danse et en cinéma documentaire. Fait que j'avais une co-direction dans les deux domaines. Et je voulais explorer la création d'une œuvre autobiographique, mais en rendant l'œuvre documentaire, donc en prenant les bases du cinéma documentaire, mais pour réfléchir une œuvre chorégraphique, tout ça en utilisant les figures animales pour parler de soi. Fait que c'était à la fois, c'est ça, l'identité culturelle, mais les animaux pour parler de ça. Fait que c'était très personnel, mais c'était vraiment le fun de faire l'exercice de réfléchir une production en danse selon le cinéma documentaire, comme comment tu écris un scénario, comment tu utilises les images documentaires sur scène, comment tu fais la pub aussi de ton show de danse. J'ai fait un teaser plus de cinéma documentaire, mais en tout cas, c'était plein de trucs vraiment le fun. Full intéressant. Puis là, aujourd'hui, la danse prend quelle forme dans ta vie? La danse, en ce moment, en pleine pandémie. C'est ça. C'est une drôle de question pour toi en ce moment. Mettons, avant la pandémie, ça ressemblait à quoi? En fait, je pense que c'est avant tout un moyen d'expression, mais aussi d'appropriation de son identité. La danse m'a beaucoup aidée à comprendre qui je suis sur plein de niveaux, comme professionnel, artistique, intérieur, émotionnel, tout ça. Fait que c'est très... c'est à la fois un outil libérateur pour soi, mais qui a une magnifique force pour rencontrer les gens. J'ai eu des rencontres avec des étrangers ou des gens qui sont devenus des collaborateurs ou des amis qui sont vraiment un grand luxe que la danse a permis, cette rencontre-là, ces échanges-là.
Fait que c'est, ouais, je dirais libérateur, c'est le mot qui me vient en ce moment, mais ouais, de libérer ces choses-là, peut-être qu'on s'interdit ou qu'on n'ose pas creuser. On dirait que ça permet ça, puis c'est comme la chance d'utiliser son corps dansant pour s'exprimer, c'est vraiment génial. Puis j'ai toujours été très partagée dans plein de disciplines. C'est comme si j'arrivais pas à faire un choix de ce que je veux faire à part utiliser mon corps. Puis dans la dernière année, en fait, j'ai eu plus de contrats de théâtre que de contrats de danse. Je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est très proche, la voix, le corps, la présence sur scène. Fait que je pense que peut-être ça me permet d'exprimer autre chose à cause de ma formation, puis de changer de discipline, mais de milieu aussi. Ça m'a beaucoup amené à réfléchir différemment, à voir les processus de création qui sont pas du tout les mêmes qu'en danse. C'est juste les synergies, en studio, ou même le timeline qu'on utilise pour créer est pas du tout le même que la danse. Les moyens sont pas les mêmes, tu sais, avoir un décor, tu sais, ça m'est arrivé si peu souvent en danse, alors qu'en théâtre, tu sais, t'as deux semaines de résidence dans un décor, ça change tout ton rapport à l'espace. Fait que la danse me permet je sais pas, de découvrir plein de choses constamment, comme j'apprends tout le temps. Fait que c'est ça un peu la place de la danse, qui prend beaucoup de place. Mais c'est tant mieux. Cool. Fait que c'est ça, mais c'est le fun parce que je savais pas que t'avais été beaucoup en art visuel et en danse ensuite. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis tu sais, tu parlais justement de naviguer un peu entre les disciplines puis les domaines artistiques. Je trouve ça fun parce que moi aussi, je suis un peu là-dedans en ce moment, de comme, tu sais ça, aller un peu partout en même temps. Je sais pas, tu te perds-tu un peu, t'as-tu l'impression de te perdre? Me perdre, je sais pas, on dirait qu'il y a comme un peu quelque chose de péjoratif dans l'aspect de perdre, mais en fait, ça garde ma curiosité super allumée. Tu sais, j'ai l'impression que je me tanne pas de la danse parce que j'ai tellement d'expériences provenant de différents points de vue que ça me laisse éveiller. Tu sais, par exemple, toi, t'es plus dans le milieu de l'humour, fait que, tu sais, ça amène quelque chose à la voix, au rythme, tout ça. Fait que, tu sais, ça fait aussi que t'es pas tout le temps avec le même monde. Ça t'empêche d'être dans un environnement co-sanguin, ce que je trouve super important juste pour évoluer, puis, tu sais, d'avoir du recul aussi sur ça. Fait que, perdu, je sais pas, mais je sais que je peux des fois avoir le sentiment d'imposteur. Ça, c'est un truc avec lequel dealer, mais en même temps, je pense qu'on a tout un bagage qui explique pourquoi on est rendu là. Tu sais, je pense que même si j'ai une formation en danse, j'ai un vécu scénique qui fait que j'ai le droit d'être dans un projet de théâtre. Mais oui, ça fait partie de... Peut-être pas le sentiment, c'est ça, d'être perdu, mais de oh my God, est-ce que, genre, j'ai le droit d'être ici en ce moment? Puis aussi... tu sais, en danse, on a fait plein de shows. On sait c'est quoi le stress de la danse, mais comme la première fois que j'ai eu à faire une lecture en théâtre, je me suis dit, oh my God, mais c'est quoi le stress du théâtre? Genre, est-ce que je vais perdre ma voix? Est-ce que, genre, je vais mélanger mes mots ou comme... Mon Dieu, oui, c'est ça. La même chose en humour. J'ai tout le temps peur de... Tu sais, je parle pas d'habitude sur une scène. C'est ça. Là, j'ai comme... Je sais pas, j'ai peur de plus savoir parler. Oui, exact. De comme, est-ce que je vais manquer d'eau? Est-ce que... comment je vais... On dirait on sait sur quoi s'accrocher si on est stressé en danse. Puis même moi, le stress en danse me pousse ma performance plus loin souvent. Ça me donne un truc. Mais là, je savais pas si en théâtre, ça allait faire la même chose. Fait que oui, peut-être il y a eu ce petit moment où j'étais perdue dans les coulisses, mettons, genre 5 minutes avant de rentrer sur scène. Mais à part de ça, j'aime trop la rencontre pour avoir une seule seconde pour penser à ça, je pense, d'être perdue. Je pense que c'est juste... Peut-être à cause de ma formation aussi qui était basée sur la multidisciplinarité. C'est juste trop une richesse, en fait, de rencontrer des gens. Puis, tu sais, si je rencontre quelqu'un qui est passionné... en électroacoustique, mais ça va tellement m'allumer parce que moi aussi, j'ai cette passion-là, mais pour d'autres choses. Fait qu'on dirait que ça crée un feu de joie. un genre de truc trop inspirant.
Cool. Puis, je suis curieuse, comment c'est arrivé, ça, ces projets de théâtre-là? C'est-tu justement des rencontres que tu avais faites ouais. dans des projets, mettons, plus danse ou... En fait, dans les premiers projets de théâtre-écriture, j'ai fait les rencontres internationales pour jeunes créateurs et critiques du Festival Transamérique, là, le long titre comme ça, en 2015. Je suis vraiment pas sûre des dates, mais ce qui faisait qu'il y avait du monde en danse, en théâtre, de partout dans le monde. Puis ça a vraiment été un coup de foudre avec tout le monde. Là. On a vraiment été une super cohorte. On a eu du fun pendant le festival. Il faisait beau cette année-là. Fait qu'on a juste comme été au quartier général tous les soirs à faire la fête, à parler d'art. Et, mais en gros, ce programme-là, c'est ça, c'est des jeunes artistes de tous les milieux qui les mettent ensemble. Puis c'est quoi que vous faites exactement? Puis on suit le festival du début à la fin. Fait qu'on a des rencontres entre nous, on se présente notre travail, on a mangé souvent ensemble, on a vu des shows, on a rencontré des artistes, puis souvent on en discutait après ou le lendemain. Fait que il y a toute une espèce de réflexion autour de ça, de rencontres avec... Martin Fauché pour la direction artistique du festival. On a visité différentes salles de Montréal parce qu'il y a des gens à l'international qui viennent. Fait que là, on a visité les écuries, voir comment ça fonctionne. Ce genre de trucs-là, le Monument national aussi, on est allé là. Fait que c'est vraiment cette espèce de bulle artistique dans laquelle on a vécu. Je pense qu'on était une vingtaine. Puis, tu sais, c'était tellement intense que j'étais en genre de peine d'amour quand ça a pris fin. Mais c'est ça, j'ai rencontré des gens là en théâtre, ce qui fait qu'on a jasé, on s'est croisés, on est restés amis, on a collaboré un peu. Et avec Séverine Fontaine, qui est une artiste de la France, j'ai continué à discuter, à la voir à chaque année. Puis on a commencé à... Elle m'a invitée à collaborer sur un projet de théâtre, ce qui fait qu'on a fait des lectures, des écritures, j'ai rencontré des gens. Puis là, c'est tout des petites graines qui sont semées, qui après ça, quelqu'un t'a vu sur scène, t'invite dans une autre lecture. Fait que là, j'ai commencé à faire plus de lectures. Puis sinon, mettons le gros premier rôle que j'ai eu où j'avais du texte à apprendre, mon Dieu, apprendre du texte, c'est quelqu'un qui a vu mon solo de maîtrise en 2016, puis qui a repensé à m'offrir ce rôle-là en 2019, qui est Solène Paré, qui m'avait vu en show de danse où je parlais pas, puis qui a fait ce rôle-là qui est plus physique, mais qui est quand même parlé, je te vois là-dedans. Fait que c'est ça, c'est la scène, en fait, qui m'a permis de faire ça, puis ça l'a ouvert plein de portes. Ça l'a ouvert, ça. C'est full intéressant. Ouais. Cool. Je reviens, mettons, un peu dans le temps, là. Quand tu as terminé, mettons, ton bac en danse à l'UQAM, là, tu dis que tu t'es tout de suite lancée dans la maîtrise. Vraiment, comme l'année d'après, c'était direct ça. Comment ça s'est passé, mettons, c'est ta graduation de faire « OK, j'arrive dans le monde professionnel ». Ou t'étais-tu déjà là avant? T'avais-tu déjà planté? Ben, je commençais déjà à avoir des petits projets comme de professionnels parce que j'avais eu des rencontres à Concordia, puis il y en a qui faisaient de la vidéo, tout ça. Fait que, tu sais, j'avais gardé ces contacts-là de collaboration. Mais en fait, c'était un saut un peu étrange parce que c'était en 2012 que j'ai fini, fait que c'était la grève étudiante. Fait que j'avais comme officiellement fini mon bac, mais il me restait des cours théoriques. Puis je remettais mon travail final, puis la semaine d'après, j'étais sur les bancs d'école à la maîtrise. Fait que c'était un peu un genre de saut étrange là, qui a comme pas eu lieu, en fait. Je suis restée dans ce beat-là, mais j'avais déjà des projets... à Tangente, en fait, qui faisait que j'avais déjà ces créations-là qui étaient en branle, puis qui existaient déjà. Fait que tout s'est vraiment chevauché, fait que j'ai pas senti une coupure. Puis tu sais, j'étais à l'UQAM au bac, j'étais à l'UQAM à la maîtrise, fait que c'était les mêmes studios, c'était les mêmes profs. Tu sais, il y a rien eu de différent à part bac-maîtrise. C'est tout. Puis le beat est différent des cours, mais il y a pas... j'ai pas eu, genre, un moment de... Oh my God, qu'est-ce que je fais? C'est ça. Je switch ou tu sais. Chanceuse. Oui. Oui, j'imagine. Mais puis là, c'est ça. Fait que pendant ta maîtrise, comme tu disais, tu avais aussi quelques projets qui se sont continués, qui sont arrivés.
Mon Dieu, je viens de penser à 8 affaires en même temps. Je t'ai dans le fond, ta maîtrise, ça t'a pris... Ça m'a pris 5 ans. Ça t'a pris 5 ans à la faire, mais c'est ça, tu n'étais pas nécessairement tout le temps à temps plein dans ça, vu que tu avais les autres projets. En fait, j'ai pris 1 an et demi où j'ai comme fait tous les cours théoriques et pratiques que je devais faire. Là. Genre, tous mes crédits de cours, je les ai faits là. Après ça, je suis tombée en période de recherche, qui était en même temps une période de création, fait que ça tombait bien. Ensuite, j'ai présenté En fait, parce que c'était un mémoire création, fait que j'avais ma création, mais après ça, j'avais toute l'écriture de l'analyse de ma création. Donc, elle était comme au milieu de la maîtrise et non à la fin. Fait que j'ai présenté ma création. J'ai pu programmer ce show-là, mais en version plus longue au mai. Fait que ça l'a fait que j'ai créé pour la maîtrise. Après ça, j'ai créé pour le mai. Puis après ça, j'ai écrit pendant 1 an. Fait que, tu sais, tout était mélangé. Fait que c'est pour ça, dans ma tête, l'universitaire et le professionnel n'étaient pas si distincts. C'était déjà blendé dans le temps. Puis, ouais, j'ai oublié ta question, mais je pense que j'ai-tu répondu? Oui, ça répond pas mal. Ouais. T'es bonne, tes questions sont bonnes. OK, mon Dieu, merci. Tu bien? Non, mais... Ben, tu sais, ça fait quand même quelques entrevues que je fais. Fait là, je commence à bien rebondir. Ouais, c'est cool. Mais tu sais, en même temps, tu sais, je pose des questions sur ce quoi je suis curieuse. Parce que, tu sais, tu me parles d'université de maîtrise, je suis comme, je connais rien là-dedans. Je sais pas c'est quoi le parcours de ça. Fait que ça m'intrigue de savoir... Ben oui. De savoir ça. Ouais. Puis, ben justement, tu sais, mettons comment dire ça? Ton désir de faire une maîtrise en danse, ça part de où? Tu le savais-tu déjà d'avance ou c'est juste vers tes dernières années de bac, tu as fait comme je veux pousser cette recherche-là plus loin? En fait, je le savais pas du tout, puis j'ai hésité vraiment longtemps parce que on sait quand on sort d'une formation en art, tu le sais que ça va te prendre toute ton énergie dans les 2 premières années pour être sûr que la machine embarque. Parce qu'on est tellement à graduer, puis il y a tellement peu de place, malheureusement, à la danse ici, que tu sais que tu vas avoir besoin de toute ton énergie, toute ta motivation pour que les choses prennent forme. Fait que j'ai longtemps hésité, surtout que c'était, tu sais, je venais de faire 2 bac à bac. Puis, mon Dieu, quel mauvais jumeau. Mais, fait que, oui, j'ai hésité. Puis, en fait, à l'UQAM, j'étais déjà acceptée à la maîtrise. Comment c'est fait? Il y a comme un programme que tu peux directement... Ils veulent te garder comme étudiant. Fait qu'ils te proposent ça. Fait qu'en fait, j'avais même pas à monter de dossier, j'avais même pas à avoir de projet. J'avais juste à aller à un secrétariat X et cocher « Je veux faire une maîtrise ». Fait que, tu sais, j'étais déjà là... C'est un processus assez simple, versus un appel de projet puis une demande de sub. Eh mon Dieu, oui. C'est ça. Fait que là, je suis allée remplir ça puis je me suis dit, la vie va choisir pour moi aussi. Puis j'ai pesé longtemps les pour et les contre, mais l'identité culturelle puis la figure animale, c'était quand même quelque chose que j'explorais depuis mon cégep en art visuel. Fait que je me disais que, tu sais, j'avais quelque chose là qui restait vivant en moi puis que j'avais envie d'exprimer. Puis, ben, pourquoi ne pas avoir pourquoi ne pas faire l'effort de vraiment creuser ce sujet-là parce que je sais qu'il m'intéresse. Fait que, tu sais, le luxe de prendre un moment de sa vie pour juste lire, rechercher, questionner, discuter de ce sujet-là, je trouvais que ça allait me donner un super élan pour la suite de ma création parce que j'avais déjà cette passion-là sur le sujet. Puis aussi, tu sais, la maîtrise, il y a un support du corps professoral, tu as accès à des résidences studio, fait que tu sais, il y a une grosse partie des budgets de production qui ça va dans la location de studio. J'avais le droit à une bourse de création aussi, fait que tu sais, il y avait tous ces bénéfices-là qui étaient pour moi comme un soutien que l'université offrait. Puis qu'au final, je regrette pas du tout parce que, ça l'a tellement permis plein de projets, tout ça. Puis, tu sais, la danse, tu sais, c'est aussi un milieu de contact. Genre, c'est à force de rencontrer des gens, tu sais jamais qu'est-ce que ça peut amener. Fait que, c'était vraiment ça. Cool. Je dévie un peu, là, de sujet de... Mettons... T'as-tu... mon Dieu, je vais encore poser 8 affaires en même temps. T'as-tu, mettons, des projets où est-ce que t'as été aussi seulement interprète
Ou est-ce que t'as des chorégraphes que tu as rencontrés qui te disent viens dans ma pièce? Oui, j'ai eu des contrats où j'étais qu'interprète, là. Oui, mais parce que je dis ça parce que aussi c'est dur des fois, on dirait que tu es souvent dans une case, si tu es chorégraphe, tu danses juste pour tes projets ou tu danses pas vraiment parce que tu te mets pas à 100% dans l'interprétation. Fait que je trouve qu'il y a encore ce petit blocage-là. Des fois, il y a des gens qui font « Ah oui, tu danses? OK, je pensais que tu faisais juste créer. » Des fois, il y a ce petit truc-là, mais quand j'étais au bac en danse, les chorégraphes invités, c'était les Sœurs Schmutt. Qui étaient là, Élodie et Séverine Lombardo, qui, dès la fin du bac, m'ont engagée sur des projets. Fait que de 2012 à encore aujourd'hui, je danse pour elles comme interprète, ce qui est génial. Puis ces deux personnes-là ont un peu été des mentors dans ma vie professionnelle, mais aussi personnelle. Tu sais, comment dealer avec la danse. Ça a créé une très belle amitié. Fait qu'il y a avec elles que j'ai beaucoup travaillé comme interprète. Sinon, avec des pairs, j'ai fait des contrats. Philippe Dandonneau, j'ai dansé pour lui comme interprète, vraiment dans ce rôle-là d'interprète. Ouais, fait que c'est... J'imagine, Philippe était avec toi à l'UQAM. Philippe n'était pas dans ma cohorte. Okay. En fait, il m'avait demandé d'être œil extérieur sur une de ses créations qu'il faisait avec Sébastien Provencher. Puis on se connaissait, mais pas tant que ça. On se croisait dans les couloirs de l'UQAM, tout ça, mais je pense que ça a vraiment juste trop cliqué en studio. Puis là, j'arrêtais pas de niaiser. Puis là, lui, il arrêtait pas de niaiser. Puis là, un moment donné, genre, j'étais là, « Hey, ce serait drôle si j'avais sur scène puis je faisais ça. » Puis là, finalement, ça l'a fait ça. Puis là, c'est devenu un show où on était les trois sur scène. Puis ça a été un des plus beaux projets comme interprète. Parce que non seulement je sentais qu'il y avait une relation d'égal à égal, mais aussi Philippe, il est super bon en création pour t'écouter comme interprète, puis être capable, en tant que chorégraphe, de dire « Hey, ça m'allume, puis ça c'est une bonne idée, mais pas dans cette création-ci. » Il est capable de garder sa vision de chorégraphe, mais de prendre les interprètes, puis pour ce qu'ils sont, puis ce qu'ils ont à offrir de plus beau. Fait que, tu sais, ce rôle-là, je l'ai adoré parce que je tripais à faire l'interprète que j'étais. Même chose avec les Sœurs Schmutt, elles sont bonnes pour comme prendre les forces de tout le monde, puis les amener ensemble dans leur vision. Fait que tu restes fidèle à leur création. Puis pour moi, c'est ça le plus beau des rôles d'interprète. C'est t'es là comme personne unique, mais pour servir puis pour nourrir une œuvre qui appartient à la vision de quelqu'un d'autre. Moi, c'est ça les projets qui me font triper comme interprète. Mon Dieu, tu as exactement mis les mots sur ça, parce que moi aussi, maintenant, quand j'étais à l'école, je pense que un des processus qui m'a le plus marqué positivement, c'est le processus qu'on a avec Marie Bellan. Que justement, c'est exactement ça, que je sentais que j'étais 100% moi-même, puis que ça, dans un sens, était suffisant à servir la pièce qu'on est en train de construire comme tout ensemble. Oui, puis que tout s'enrichit de tout le monde, mais tu sais, moi, ça me fait triper d'être moi fois 1000 sur scène. Parce que je suis pas comme ça dans la vraie vie, les choses que je fais sur scène, là, thank God. Mais comme, en tout cas, je trouve ça important dans ce rôle d'interprète-là, qu'on se donne à l'œuvre. Ça m'apporte une réflexion de est-ce que, justement, comme vu qu'on apporte ce nous-là sur scène, c'est sûr que, comme tu dis, c'est soit qu'on multiplie, qu'on grossit, puis qu'on va, mettons, creuser, chercher un peu plus de ça. Mettons, un attachement à une œuvre. On dirait, je sais pas comment formuler. J'ai comme une pensée qui vient de me popper, puis je sais pas comment la formuler encore. C'est pas grave. On peut prendre un temps. 5, 6, 7, 8. Ouais, tu fais des comptes dedans ta tête dessus. Et... Non, même pas. Bon, ça reviendra au pire. Mais dans le sens que... Est-ce que tu veux dire un attachement à l'œuvre? Pas nécessairement un attachement à l'œuvre, mais comme de s'investir soi-même dans une pièce comme ça. C'est quand même se mettre très vulnérable. Oui. Puis, ça, tu sais, autant ça peut... Ben, tu sais,
sur une scène, c'est ça qui est beau à voir aussi, la vulnérabilité des interprètes qui sont là. C'est ça qui fait toute la magie. C'est ça qui fait toute la force, même, d'une pièce. Mais en même temps, vu qu'on est vulnérable, ben ça laisse place aussi à se faire écorcher au passage. Ouais. Oui, mais je pense que si... Puis j'ai pas eu tant de mauvaises expériences avec ça, mais je pense que si la relation avec le créateur ou la créatrice est très claire et les enjeux dès le début, puis que tu sens qu'en répétition, il y a une place à la discussion, puis à la réflexion commune, je pense qu'il y a une façon de travailler dans des sujets plus complexes, plus difficiles, où tout le monde se respecte. Mais c'est comme une relation humaine, dans le fond. C'est de la communication, puis c'est aussi de l'expérience. Tu sais, des fois, il y a des trucs que tu sais pas que ça va te rendre vulnérable, puis en studio, ça se passe super bien, mais rendu sur scène, ça devient autre chose, parce que là, tu as un public qui te renvoie une autre énergie. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut aussi l'approcher avec humilité aussi comme interprète, de dire que c'est un processus, de savoir qu'est-ce que toi, tu es capable de donner dans ta vulnérabilité. Puis, tu sais, oui, des fois, tu vas te tromper sur un projet, mais ça va faire que sur les projets d'après, tu vas être plus forte pour être capable de nommer les choses, mais aussi de mettre cette relation-là claire avec les créateurs. Mais tu sais, c'est ça, moi, j'ai jamais eu d'expérience vraiment trash, là, tout ça. Fait tu sais, c'est plus du essai-erreur, puis tu finis par comprendre qui tu es, puis à avoir la force, puis de côtoyer des gens super forts aussi, ça aide à faire comme « Oh my God, je vais être comme elle, je vais être comme lui. » Genre, ce qu'il vient de dire, oui, tout ce qu'il dit, oui, puis genre, je vais appliquer ça toute ma vie. Fait que, tu sais, oui, c'est... mais en même temps, c'est ça qui est beau, parce que des fois, la vulnérabilité, ça t'amène à dire des choses que tu n'aurais jamais osé dire, puis le fait de les dire, ben il y a peut-être 10 personnes dans la salle qui se sentent mieux parce que tu l'as dit pour elles. Tu sais, elles se sont vues à travers toi. Fait que des fois, je trouve que c'est important d'avoir cette vulnérabilité-là. Puis c'est ce qui fait des super belles performances de danse aussi, de vulnérabilité physique ou émotionnelle, tout ça. Peut-être que j'ai une vision trop positive de la chose, mais je trouve qu'il y a quelque chose de poétique qui, si ça se passe dans le respect en studio, peut amener des choses très belles, très humaines. On n'est pas tout le temps juste fait fort. Ouais, c'est ça. Ouais. Cool. Puis, mettons, tu travailles beaucoup avec Tangente à plusieurs niveaux, dans le sens, tu as fait des projets en tant que chorégraphe ou en tant que... Ben, en tant qu'interprète, oui, mais c'est ça, en tant que créatrice, mettons. Oui, j'ai présenté à Danse Buissonnière. C'était ma première expérience avec Tangente. Puis après ça, j'étais en co-création avec Louis-Élian Martin, qu'on s'était rencontrés dans les stages de l'ANMI, ça s'appelait comme ça à l'époque. Puis ça l'avait vraiment cliqué, puis on avait décidé de créer un show ensemble qu'on a pu présenter aux auditions, qui a été présenté à Tangente l'automne d'après. Puis ensuite, ce show-là, on en a fait une version 30 minutes à Tangente. Puis ils ont tellement trippé avec notre duo qu'on a fait 2 autres créations avec eux après à Tangente, à genre 2013, 2015, 2017. Donc, on a comme eu des bons 2 ans, ce qui est parfait. Puis après ça, j'ai pu présenter ma première installation chorégraphique avec Tangente dans leur nouveau lieu de l'Espace Vert. Puis ça a été vraiment génial. Jusqu'à date, c'est le projet qui a le plus marqué mon parcours, dans qui je suis comme artiste, parce que c'était à la fois art visuel, danse, puis c'était en fait l'aboutissement de ma maîtrise que j'avais commencé en 2012, puis là, je présentais ça en 2018. Fait que l'installation était sur ce processus de création-là que j'ai archivé avec mes croquis, avec mes extraits vidéo, tout ça, de la version solo que j'avais présentée au mai en interculturel. Fait que Tangente a été un super support pour moi à partir du moment où je suis sortie du bac pour tester des trucs, mais aussi comprendre. Tangente est vraiment full été là, comme le mai. Mai et Tangente ont été 2 places très... je cherche le mot, là, mais j'ai juste l'image de genre d'un tremplin qui fait ça après. Là, c'est ça. Ça a été vraiment ça.
Intéressant. C'est le fun de... Tu sais, que ton installation, c'est comme l'espèce de boucle, ou tu sais, l'espèce de grande finale. Oui. Ah, boucle, vraiment, une boucle. Ouais. Mais juste ici, ça l'a comme fait du bien de voir pourquoi j'ai fait tout ce travail-là. De recherche, tu sais, de l'importance de la recherche. Puis aussi, ce qui était le fun avec Tangente, c'est qu'ils ont un programme de médiation culturelle qui a fait que j'ai pu rencontrer des jeunes qui sont venus visiter l'installation, qui sont venus discuter avec moi, apprendre un extrait de la danse aussi. Puis j'ai eu des discussions avec certains d'entre eux qui m'ont tellement fait du bien de comprendre que ton histoire personnelle vient toucher des trucs universels. Je pense que c'est quelque chose de très fort et touchant. Ouais, fait que c'est, comme tu dis, c'est comme venu genre faire un rap autour de tout ce sujet-là qui me tient vraiment à cœur. Fait que c'est un très, très beau projet. Ouais. Puis sinon, avec Tangente, ben c'est là qu'on s'est rencontrés. Je fais le jury de danse buissonnière depuis 3-4 ans. Là, c'est drôle. Je suis curieuse de savoir ton point de vue. Parce que là, c'est de regarder la danse différemment. Tu sais, tu la juges dans un certain sens pour aller sélectionner pour monter le spectacle des danses buissonnières. Puis en même temps, justement, tu rencontres comme les nouveaux créateurs qui sortent des écoles. Parle-moi de cette expérience-là. Premièrement, ce qui est super beau avec Danse buissonnière, c'est que c'est un jury en parallèle de Tangente. Fait que ça reste leur décision artistique. Puis une fois que la sélection est faite, c'est Tangente qui prend en charge la suite des choses. Mais il y a quelque chose de très, très organique que j'aime beaucoup avec Danse buissonnière où les membres du jury décident quand ils partent. T'sais, ils sentent que, eux, de donner 2 ans à Danse Buis ou de donner 7 ans, c'est selon ce qu'ils ont envie de partager, de vivre. Puis aussi, la sélection des prochains jurys, c'est entre nous et avec Tangente. On propose des noms de gens qu'on trouve que ça serait une bonne idée, juste pour créer un tout. Ce que je trouve qui est super important parce que, justement, la danse contemporaine, qui est une danse d'auteur, doit être la plus ouverte possible, puis doit être teintée de toutes les différents styles, les différents vécus, les différentes identités. Fait que pour moi, je trouve ça très, très beau. On se pose plein de questions en ce moment sur la diversité dans le milieu de la danse, mais genre Danse Buis, je trouve fait un très beau combat là-dessus. Là, je prêche pour ma paroisse, mais il y a cette conscience-là qui est super importante. Fait que j'ai été super contente quand j'ai reçu l'invitation à en faire partie, mais aussi parce que j'ai tellement été aidée au bac, puis après ça à la maîtrise, puis dans les expériences professionnelles que je veux genre faire ça si je suis capable de partager. Tu sais, des fois, c'est juste de dire une phrase, mais des fois, il y a un chorégraphe qui me dit telle phrase, mais ça l'a tellement marqué la suite des choses. Tu sais, juste de se faire redire par 6 personnes la même chose, tu sais, ça crée des déclics. Fait que je trouve ça full important, la rencontre des générations, tu sais, qu'il y ait 2 ans de différence ou 10 ans de différence. Fait que Danse Buis m'amenait ça, puis le fait de rencontrer, toute rencontre est une étincelle. Fait que Danse Buis amenait ça. Ça t'amène aussi à réfléchir, toi, en tant que juge, tu sais, comment tu apprécies l'art, comment tu comprends ton milieu en voyant toutes les personnes qui sortent aussi de la formation. Fait qu'il y a quelque chose de très organique, mais pour que l'environnement de la danse soit sain, je pense qu'il faut qu'on se mélange puis qu'on change de rôle. Tu sais, c'est une des choses que j'ai appris avec la multidisciplinarité, c'est quand tu changes de rôle, tu comprends tellement. Quand tu es vidéaste, tu comprends c'est quoi être interprète devant la caméra et vice-versa. Quand tu fais les costumes, tu sais c'est quoi avoir passé 6 heures à retaper un pantalon, tu sais. Fait qu'il y a cette espèce de changement de rôle-là qui nous fait grandir, qui est important. Puis dans ce but, je trouve ça full important parce que quand tu sors de l'école, t'as besoin de rencontrer des gens. Tu sais, c'est la seule place aussi que c'est une audition, c'est pas un dossier écrit de 4 pages noir sur blanc. Là, c'est je te présente la danse et on se parle, tu sais, on se rencontre, puis il y a pas de distance. Nous, quand on pose des questions, c'est pour essayer de comprendre c'est quoi l'intention de cette personne-là, c'est qui cette personne-là. Puis, tu sais, même à la fin des auditions, on donne des commentaires parce que moi, j'en ai reçu quand j'ai fait les auditions, puis même si t'es pas d'accord avec tous les commentaires,
juste de prendre position par rapport à ce qu'on dit. Genre, hey, ça, c'est tellement vrai, il faut que je pousse ça. Oh, ça, je vais tellement pas aller dans cette direction-là, mais à cause de tac, 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 tac. Mais ça t'aide à prendre position puis à mieux te comprendre. Fait que on passe full de temps à écrire des commentaires, puis j'espère que ça porte fruit, mais on reçoit beaucoup aussi de retours comme quoi c'est essentiel pour le parcours. Bien, tu sais, justement, pour avoir fait les auditions à 2 reprises, justement, c'est un processus super enrichissant. Tu sais, déjà en partant à la discussion, tu sais, ça nous oblige à mettre des mots vraiment sur ce qu'on fait, sur ce qu'on présente, nos intentions, clarifier pour être capable de bien communiquer. Tu sais, quand on sort de l'école, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on est encore très développé à faire. Non, c'est ça. Puis après ça, justement, les commentaires, comme tu disais, c'est tellement constructif. Puis comme tu dis, t'as beau ne pas être d'accord, mais justement, tu te dis, je suis pas d'accord à cause de ça. Ça te pousse à réfléchir, puis à... Ou pourquoi est-ce que d'autres personnes ont perçu comme ça? Tu sais, souvent en studio, on est avec notre bulle des personnes à qui on a parlé, fait qu'ils sont dans la même position que nous, dans le même angle, mais là, tu as quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de toi, qui a un nouveau regard frais sur ce que tu fais. Fait que, tu sais, c'est ça. T'es comme, oh my God, OK, je savais pas que ça envoyait ça comme image. OK, pourquoi ça fait ça? Ah, OK. Ouais, fait que c'est un peu le but de la chose. C'est ça, c'est... Puis, mais vous recevez quand même beaucoup de demandes à chaque année. Ouais, vraiment. Vraiment beaucoup. Je sais parce que c'est moi qui réponds à tous les courriels. Mais oui, il y a eu une grosse... T'as vu l'évolution? Oui. De nombre. Au début, on était dans les 20, 30 candidatures. Là, il y a des années que j'ai comme 45, tout ça. Là. Puis avant, on passait 45 minutes avec les candidats, plus un petit temps de réflexion. Mais là, j'ai pas eu le choix de baisser à 30. Mais en même temps, ça fait que la rencontre est très dynamique. Mais oui, puis c'est une bonne chose. Moi, je trouve ça génial qu'on ait autant de candidatures. Ça montre qu'il y a une vitalité. Puis, ben si on manque de place aux auditions, ça veut dire qu'on manque de place dans le milieu, puis il faut en faire plus. Si autant de désir, de prise de parole dans la relève, faut qu'il y ait autant d'offres que de demandes. C'est ça? Intéressant. On change de sujet encore. Okay. J'ai vu récemment que tu fais maintenant partie comme de l'équipe, je sais pas, vous êtes combien, de Filigrane Archives? Oui, on est 2. Oh, bon, c'est ça. Tu fais partie maintenant de l'équipe du duo de... Filigrane Archives. Oui. Il n'y a pas beaucoup d'archives, il me semble. Non. De la danse. Ouais. Et pourquoi tu t'es joint à ça? Oui. En fait, moi, j'ai toujours eu une espèce de très grande passion pour les archives. Je pense j'ai adoré mes cours d'histoire de l'art et de la danse. Puis dans tous les livres, les photos en noir et blanc, des quotidiens des artistes, ça me faisait triper. Je sais pas pourquoi, je trouve ça beau de savoir que certains artistes étaient amis ou amants. Moi, les potins de l'histoire, je sais pas pourquoi ça me fait triper, bien plus que les potins des vedettes d'aujourd'hui. Mais de savoir, d'avoir accès à des images du passé, je sais pas, j'ai toujours trouvé ça vraiment passionnant, d'où aussi mon amour pour le cinéma documentaire. Je trouve que dans les images de la vérité, il y a du réel, il y a quelque chose de très beau, très privilégié d'avoir accès à ces documents-là. Fait que, en faisant de la vidéo pour la danse, j'ai toujours aimé servir l'espèce de construction d'un patrimoine qui nous appartient, de garder des traces, toutes les entrevues ou les images vidéo qu'on a qui ne sont pas des captations vidéo, qui ont quelque chose, une couleur un peu plus personnelle ou artistique, j'aime vraiment ça. Fait que c'est pour ça que j'ai beaucoup fait de photos, vidéos de la danse. Je trouve qu'on en manque aussi. On n'a pas cette habitude-là de prendre soin de notre histoire, de nos anciennes affiches, tout ça. Fait que c'était ça aussi mon projet d'installation. Tu sais, j'ai archivé tout mon processus de création, puis je trouve ça beau, puis ça permet aussi de mieux comprendre les artistes. Tu sais, c'est génial de voir une œuvre puis d'être touché juste en regardant l'œuvre, mais c'est génial aussi de connaître
l'artiste, son parcours, ses raisons, ses émotions, tout ça, puis de voir l'œuvre différemment. Fait qu'il y a ces deux aspects-là que j'aime beaucoup. Puis, fait que j'ai toujours aimé faire des archives, filmer, tout ça. J'archive tous mes programmes, toutes mes affiches, ils sont comme classés dans des petites pochettes de plastique avec la date, le titre du projet, le créateur. Là, je suis très comme ça. Fait que c'est mon petit toc organisationnel c'est très, de mon vécu artistique. Puis avec Valérie, en fait, c'est par hasard qu'on a discuté pendant le confinement à 2 mètres de distance sur mon balcon. Puis là, elle me parlait de sa nouvelle entreprise qu'elle vient de créer. Elle vient du milieu de la danse contemporaine, comme moi, beaucoup de l'histoire de la danse. Puis elle a fait une formation en documentation archivistique. Là, je ne sais pas c'est quoi le terme exact. Puis on a commencé à discuter de ça. Puis là, j'ai fait, hey, moi, j'adore ça. J'ai peut-être des skills en com, en développement qui pourraient t'aider. Fait que là, ça l'a full cliqué. On a embarqué dans le projet. Puis son entreprise, c'est sûr, est ouverte à toutes les disciplines. T'sais, tout le monde a besoin d'archiver, puis faire du classement, puis de la sauvegarde du patrimoine. Mais je pense que, vu que les deux, on vient du milieu de la danse, on aimerait ça, avoir des projets d'archives de la danse, parce que il n'y en a pas tant. Puis en ce moment, il se passe plein de choses. Il y a plein de choses qui se sont dites, qui se sont faites, puis il faut qu'on garde ça. Fait qu'on travaille là-dessus. Mais c'est tout nouveau, fait que oui, c'est ça. On va voir qu'est-ce que ça va. C'est en développement. Puis c'est ça. Fait que là, tu t'occupes du développement de communication. Je suis curieuse, c'est des skills que tu as appris de où? Formation non visuelle, comme Photoshop, montage vidéo. Sinon, ça, c'est pour tout ce qui est l'aspect visuel, mais tout l'aspect communication, c'est vraiment sur le tas que j'ai appris. Puis j'ai aussi senti que j'avais une facilité pour ça, comme les médias sociaux, faire du visuel, tout ça. Fait que, tu sais, par exemple, avec les Sœurs Schmutt, j'étais souvent engagée comme interprète, mais aussi comme graphiste et comme gérer leurs médias sociaux. Même chose avec d'autres projets. J'ai travaillé beaucoup pour la deuxième porte à gauche aussi, comme souvent comme vidéaste, tout ça. Puis photo. Fait que, tu sais, j'ai beaucoup appris à comment vendre un projet et rendre ça, piquer la curiosité des gens. Je viens d'un programme de geek aussi, là, fait que, mettons, le manuel des médias sociaux, l'algorithme, je l'ai lu, puis genre, je m'intéresse à ça, comme, c'est quoi l'algorithme Facebook, qu'est-ce qui influence ça, puis en plus, depuis que je suis au bac, ça a tellement changé, les médias sociaux, fait que c'est comme quand tu tripes sur les appareils photo puis tu lis toutes les reviews puis les manuels, ben moi, je sais pas, j'aime les coms puis voir comment ça fonctionne, tout ça. Puis d'observer aussi les compagnies de danse, que ça fonctionne super bien, c'est quoi leur stratégie, tout ça. Fait que c'est juste un truc pour lequel j'ai remarqué que j'avais une facilité, mais aussi un intérêt. Fait que ça l'a fait que j'ai tenu souvent ce rôle-là dans mes projets. Ah, intéressant, parce que c'est un rôle quand même assez important. Oui. Je pense, qu'on ne considère pas nécessairement tout le temps en premier, mettons. Non. Là. C'est pas... Tu sais, quand on est interprète, on est comme, ben moi, je veux danser. Oui. Puis là, après ça, c'est ça, quand tu sors de l'école, tu te rends compte que tu as beaucoup de chapeaux à porter, beaucoup de skills aussi à aller chercher, dont la communication. Si tu veux vendre ton œuvre, si tu veux faire la promotion, c'est important. C'est super important, mais non seulement pour réussir dans ses propres projets, mais aussi, je pense, plus la danse a de la visibilité, mieux à long terme, c'est pour tout le milieu. Fait que c'est aussi un petit combat que j'aime mener. Mais oui, puis tu sais, comme tu dis, même si tu n'as peut-être pas les skills en communication, si en tant qu'artiste, tu comprends l'importance de ça, de réfléchir là-dessus, tu vas engager quelqu'un qui est bon là-dedans, puis ça va t'aider dans tes projets. Mais aussi, tu sais, comme tu disais, pour les auditions, en com, ça te permet de formuler ton œuvre. Fait que si tu es capable d'en parler clairement en 3 phrases et demie qui vont attirer des gens, ben peut-être que ta réflexion, elle est claire dans ta tête pour créer une œuvre qui dit vraiment ce que tu as envie d'exprimer. Fait que, tu sais, tout est connecté. Je trouve ça plus artistique que faire un budget. On n'a pas le choix de faire des budgets, mais comme moi, ça me parle plus dans l'aspect créativité puis expression. Là. Ah, c'est full intéressant. Mais des budgets, ça peut être full créatif aussi, avec des couleurs puis des... Comment tu classes?
Bon point, mais c'est sûr que c'est un peu moins... Ouais. Puis je reviens aussi un peu à... Oui, c'est ça, tu fais beaucoup de photos aussi et de vidéos. Oui. Puis ça fait-tu longtemps que tu fais de la photo? Ça vient, j'imagine, ça faisait partie de ta formation en art visuel? Oui, c'était ma formation en art visuel. Puis c'était pas nécessairement le truc sur lequel je tripais le plus, mettons, en art visuel, mais après ça, quand j'étais au bac à l'UQAM, ils m'ont demandé si je pouvais faire un montage d'un teaser, je me rappelle plus, je pense que c'était pour Manon Oligny, je suis pas sûre, puis j'ai comme eu du fun. Fait que là, ça a comme fait que j'ai eu envie de découvrir ça. Puis là, rapidement, Katia Montaignac, qui était ma prof d'esthétique à l'UQAM, elle a su que je tripais là-dessus. Puis là, rapidement, elle m'a offert des super beaux projets avec la deuxième porte à gauche, de justement archiver tout ça. Puis là, c'est là que j'ai vraiment eu le déclic photo-vidéo parce que photographier puis filmer la danse, c'est tellement chorégraphique, là. Il y a tellement quelque chose dans ta décision, dans ton cadrage, dans le rythme, dans comment tu bouges avec le danseur. Moi, je trouve que c'est comme un pas de deux, filmer de la danse. Puis le fait que je fais de la danse, ben on dirait que c'est plus facile d'être empathique, d'avoir une espèce de connexion kinesthésique avec le sujet. Fait que c'est là que j'ai vraiment eu le petit truc là, qu'il me fallait pour vidéo et danse. Vidéo et photo. Vidéo et photo. Ben c'est drôle parce que moi aussi, je fais un peu de photos. Dernièrement, justement, mes photos étaient plus comme mettons dans le milieu de l'humour, mais j'ai commencé à faire de la photo quand j'étais encore à l'école en danse. Puis que, justement, il y avait une présentation informelle d'une autre cohorte, puis j'amenais ma caméra, puis je prenais des photos, puis ça amène à voir aussi la danse d'une manière différente. Vraiment. Vraiment, puis, tu sais, c'est ça, les cadrages, tu te rends compte qu'il y a tellement de la beauté juste dans le geste d'une main. En tout cas, ça te fait vraiment apprécier la danse d'une autre façon, puis aussi, ça te permet de prendre parole puis la mettre en valeur à ta façon, tu sais, moi, j'ai pas tant de plaisir à photographier un paysage ou de l'architecture. Moi, c'est vraiment... Le corps est tellement beau que c'est ça que je veux comme capturer, cette beauté-là. Puis en même temps, tu as tellement une liberté, tu sais, comme tu dis, comment tu vas cadrer l'événement que tu vis aussi. Tu sais, des fois, les photos sont 100 fois plus belles que le moment de danse qui a eu lieu, mais c'est ça qui est le fun aussi, d'avoir ce pouvoir-là de créer une œuvre en soi. Là. Ben, c'est, comme tu dis, c'est de créer quelque chose, parce qu'en même temps, la danse, c'est quelque chose d'éphémère, qui se passe, puis après ça, tu n'existes plus, puis d'être capable d'accrocher juste ces petits moments-là. Il y a une balayeuse. C'est fun. On va prendre un petit 2 secondes. Mais oui, j'ai vu tes photos en plus, c'est super beau. Merci. Mais tu sais, comme c'est ça, c'est récemment, justement, vu que je baignais plus dans le milieu de l'humour, c'était un peu plus ça. Mais ça reste quand même, tu sais, quelqu'un qui est en action. Oui, ça reste un corps. Ça reste un corps dans un espace qui a des émotions. Oui. Puis qu'il y a ses propres règles aussi, là. En humour, t'as une scène, mais t'as un petit espace, une plus petite kinesphère. En humour. Des fois, elle est très, très petite. Oui, puis c'est très... c'est ça, puis c'est très frontal, fait que ça amène quelque chose d'autre qu'à la danse, qui est parfois plus 3D, 360, tu sais, c'est pas du tout le même rapport, mais ça doit être super le fun de mélanger ça. Des fois, je sais que j'ai des photos que moi, j'adore parce que tu vois, l'humoriste est comme en plein dans son émotion, mais que je sais que c'est pas cette photo-là nécessairement qui va se ramasser sur les réseaux sociaux parce que, mettons, ça met pas nécessairement en valeur l'humoriste en tant que tel. Veulent mettre. C'est ça. Tu sais, comparativement à une photo où est-ce que t'es tout souriant, tout comme « Hey! » Mais c'est ça, comme tu dis, je pense que des fois, dans notre sélection de photos ou de vidéos, tu sais, ce qui nous différencie, c'est à cause qu'on a un vécu en danse, c'est une sensibilité, on sait que ce moment-là est magnifique, que ce que l'interprète est en train de faire là, sur scène, là, oh my God, là, tu sais, c'est beau. Fait que cette photo-là, tu vas, genre, l'envoyer à une compagnie, puis tu vas dire, voici mes photos, mais comme mon coup de cœur, là, c'est celle-là, puis, tu sais, c'est ça qui est beau parce que t'as capturé ça de ce moment d'interprète-là, qui fait une danse éphémère. Puis c'est super beau, la danse, parce que justement, c'est éphémère, mais si t'es capable de saisir, genre, cette magie-là, c'est quelque chose de vraiment beau.
Cool. Je pense qu'il y avait-tu autre chose? Non? Y avait-tu, mettons, des projets, quelque chose que tu voulais parler, qu'on n'a pas abordé? Projet que je voulais parler? Non, je sais pas, là. Spécifiquement? Ouais. Non. Une expérience que tu as vécue qui t'a marqué, que tu voudrais plus... Expérience que j'ai vécue qui m'a marquée. Mon Dieu, toutes les expériences m'ont marquée. Oui, j'avoue. Puis j'en ai déjà parlé quand même. Ouais, je sais pas, y a-t-il des sujets d'actualité? Il y a la diversité, on en a parlé un peu aussi, mais peut-être je sais pas qu'est-ce que je pourrais rajouter là-dessus. C'est ça, ok. Vas-y. Je revenais sur justement ton projet ou ton idée que tu disais que de parler de l'identité, mais au travers des animaux, d'avoir une symbolique plus animale. Ouais. Ça vient de où de vouloir ce désir-là? Ça vient du Roi Lion. Le Roi Lion a créé toute mon identité. C'est un des films les plus marquants dans ma vie. Puis j'en parle dans ma maîtrise, que ça a été là le déclic de mon amour des animaux. Puis ce qui a fait qu'après ça, j'ai juste voulu regarder des documentaires animaliers quand j'étais jeune. Puis je voulais être vétérinaire, je voulais m'occuper des animaux. Fait qu'il y a une espèce de folie autour des animaux. Mais après ça, je pense que l'humain a un imaginaire collectif très fort par rapport aux animaux. On l'utilise beaucoup pour l'identification de certaines forces, de certaines émotions, du mystère, de la violence, de la vulnérabilité. On leur donne beaucoup de nos émotions. Fait que déjà, à la base, l'humain a toujours, puis depuis la nuit des temps, utilisé l'animal pour s'exprimer. Fait qu'on dirait que j'ai envie, moi aussi, de passer par ces images-là qui touchent un peu tout le monde, peu importe ta culture ou d'où tu viens, où tu as grandi, ces images-là, le lion, la force, le loup, le mystère, le chat, l'animal doux, tout ça, ou le chien, c'est comme plus facile, pas plus facile, mais c'est un moyen de parler de soi qui, sans utiliser des mots, vont faire que les gens vont comprendre. Fait que c'est aussi parce que j'ai pas encore trouvé le moyen de parler au jeu. Ben en passant par l'animal, j'arrive à m'affirmer d'une autre façon, puis aussi, je sais pas, rendre hommage à cet univers magnifique-là, qui a tellement de richesse. Moi, tous les documentaires, là, je suis comme... Wow. Je pense que je dis « wow » tout le long, fait que... ouais. Puis il y a quelque chose de très enfant aussi dans cette vision-là du monde, que j'aime beaucoup cette naïveté-là de l'enfant qui découvre, puis qui s'affiche tel animal, qui se déguise en tel animal. Il y a les vêtements avec des patterns d'animaux. Je sais pas, il y a comme trop de richesse. Je peux pas l'utiliser. Fait que ça vient un peu de ça, la fascination. Cool. Puis tout dans cette recherche-là, toi, comme ton identité, ça va à travers un animal ou plusieurs? Dans le cadre de ce projet-là, j'utilisais plusieurs animaux, justement parce que j'étais en quête identitaire, puis je suis d'origine malgache chinoise qui a grandi à Québec, dans la ville de Québec. Fait que c'est très... c'est déjà une rencontre... oh my God, qu'est-ce qui se passe? Fait que, ça m'a aidé d'utiliser plein d'animaux pour rechercher ou explorer des facettes de mon identité. Mais, par exemple, le solo sur lequel je travaille, que j'ai présenté un premier processus, qui s'appelle « Au revoir Zébu », c'est un solo que j'ai créé pour rendre hommage à ma grand-mère qui est décédée à Madagascar quand moi j'étais à Montréal. Puis pour cette création-là, je pars juste de l'animal zébu, qui est hyper symbolique à Madagascar, qui est présent dans leur vie traditionnelle, qui est un animal super important, très, très magnifique, qui dégage quelque chose, mais aussi, c'est ça,
cet animal-là est sacrifié là, à différentes étapes de la vie des Malgaches dans la tradition. Fait que à la naissance, à tel événement, mariage, jusqu'à la mort. Fait que c'est quelque chose auquel j'ai assisté aussi quand j'étais à Madagascar. Fait qu'il y a tellement de symbolique autour de cet animal-là, puis de ce que je voudrais dire par rapport au deuil, que ce show-là est entièrement axé sur cet animal-là. Fait que je pense que ça dépend des projets, puis qu'est-ce que je vais avoir besoin pour exprimer ou comme mettre en mots. Je pense que c'est ça qui va faire le choix naturel des animaux. Ouais. Full intéressant. Là, je suis curieuse de savoir, mettons, parmi tout ça, là, on a parlé de comme plein d'expériences que tu as vécues, là. Oui. C'est quoi ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté, ça va être mon installation chorégraphique que j'ai faite à Tangente. Juste parce que, sur le point personnel, je suis partie des archives de, justement, moi, à Madagascar, quand j'avais 6 ans. Puis ce projet-là m'a permis d'aller en Chine à 30 ans, sur les traces de mon grand-père, dans sa maison d'enfance. Fait qu'il y a un aspect très, moi, dans ma quête identitaire, puis par rapport au voyage, puis ce que ça m'a amené comme discussion avec ma famille aussi. Fait qu'il y a quelque chose de très beau là-dedans. Tu sais, j'ai fait une entrevue avec mon grand-père de sujets qu'on n'a jamais vraiment parlé en famille, par rapport à son histoire, son passé, qui, tu sais, pour moi, c'est un privilège d'avoir eu accès à ces histoires-là, puis d'avoir pu les filmer. Puis je pense que j'aurais pas eu accès à cette histoire-là sans lui dire que c'est pour un projet artistique pour ma carrière. Tu sais, il y a comme cette enveloppe-là qui a permis cette vulnérabilité-là, puis ce partage-là, parce que des fois, c'est des traumatismes souvent reliés à la guerre ou à l'immigration qui peuvent être très durs pour certaines personnes, puis je comprends tout à fait de les partager. Fait qu'il y a tellement de secrets qui se perdent dans des familles, puis à cause de ce traumatisme-là, mais l'art permet d'archiver ça, puis de délier la langue. Fait que c'est un parcours très, très privilégié et personnel pour moi, qui m'a beaucoup fait grandir. Puis que j'ai pu aussi vivre avec ma famille. Tu sais, j'ai des amis qui sont venus, puis qui étaient spectateurs à côté de ma famille, puis en fait, ton show était genre 100 fois meilleur à cause que j'étais à côté, genre de ta nièce qui criait ton nom, ou de ta tante qui riait, ou de ton grand-père qui commentait en cantonais. Tu sais, l'aspect familial qui est super fort. Puis aussi, comme je te disais un petit peu avant, je trouve que quand tu prends quelque chose de très personnel, puis ça touche universellement, pour moi, c'est ça la force de l'art. Puis justement, les jeunes que j'ai rencontrés dans ce projet-là qui m'ont dit « Hey, ton projet, là, ça me donne juste envie d'aller comme passer l'été chez mes grands-parents, tu sais, qui sont peut-être à 1 heure d'ici, mais juste comprendre leur histoire, comprendre la valeur de la maison familiale. » Puis d'autres gens qui me parlaient la première fois qui ont ouvert la porte de la maison italienne, familiale, ou tu sais, qu'on a partagé ce petit shake-là ou ces larmes-là. C'est vraiment, ça m'a amené quelque chose, ce projet-là. Puis je pense que ça teinte encore tout ce qui s'en vient. Là. Ça a comme été charnière aussi dans tout cet aspect-là culturel, mais aussi artistique, de mélanger... Pour moi, c'était le meilleur mélange art visuel et danse, ce projet-là. D'avoir une exposition, mais avec un corps dansant qui vit dans ça, c'était génial. Puis que tout le monde aussi s'est senti bien d'avoir créé un espace. Il y a des gens qui ont fait des siestes dans mon installation, puis pour moi, c'est la meilleure preuve parce que ça s'appelait « Bienvenue chez moi, petite Malgache chinoise ». Fait que c'était un peu ça mon but. Puis quand je voyais des gens dormir, c'est arrivé vraiment beaucoup. Il y a des techs de Tangente qui ont réveillé des gens. Là, il va y avoir une performance. Tout ça, mais pour moi, je sais pas, il y avait comme ça atteignait un objectif de partage très beau sur plein de plans. Fait que je pense que c'est le projet le plus important. Wow! C'est ça, les gens qui faisaient une sieste, ils se sentaient vraiment chez eux. Ils se sentaient confortables assez pour faire une petite sieste. Ouais. Puis c'est tant mieux, on vit tellement dans un monde qu'on a besoin de... Puis pourquoi pas dormir dans une œuvre? Why not? Pourquoi pas? Ben oui. C'est vrai. Puis, OK, fait maintenant, en contrebalan de ça, est-ce que tu as quelque chose que tu considères comme ton plus gros échec? Mon plus gros échec? Pas nécessairement ton plus gros. Non, mais je pense que tous les projets non aboutis, je trouve ça dur. Parce que, tu sais, oui, il y a des projets qui peuvent moins bien se passer, mais justement, comme je disais avant,
on en apprend, puis ça nous permet de nous positionner, puis nous rendre plus forts, puis d'être capable de dire non aux prochaines choses qui vont ressembler à ces expériences-là. Fait que ça, pour moi, c'est pas des échecs. Mais les projets aboutis, non aboutis, je trouve ça dur, que ça soit pour manque d'argent, recevoir juste des noms, que ça soit mes projets ou les projets des autres, de travailler, tu sais, d'avoir, mettons, une sub de recherche pendant 1 an, mais rien avoir en production, ou avoir aucun diffuseur qui veut ce projet-là. Tu sais, je trouve ça dur sur l'accumulation, mais aussi sur ce qu'on partage en tant que groupe. Tu sais, quand tu sais que tu es dans l'œuvre de quelqu'un, puis tu veux tellement que ça marche, puis tu sais que ça fait vivre des trucs aux gens à l'intérieur puis à l'extérieur, puis de voir que ça marche juste pas pour X paramètres, puis tout le monde joue cette game-là. Mais ouais, pour moi, c'est ça le plus difficile. Ouais. Puis de dire que, OK, ben, on arrête, puis on passe à autre chose, mais qu'on avait quand même quelque chose à dire. C'est ça. Ouais. C'est quelque chose à dire, puis ça a été un investissement de temps, mais d'énergie, puis de soi dans quelque chose qui n'existera pas, dans le fond. Ouais, pour moi, c'est des petits échecs. Mais bon, ça fait partie de la game. Ouais. OK. Puis, un peu dans le même ordre d'idée, mettons ton utopie pour le milieu de la danse ou de l'art ou de la société. Mon utopie. Moi, j'aimerais ça que l'art soit partout. Tu sais, je trouve que l'art visuel atteint un peu plus ça en ce moment à cause de tous les efforts qui ont été mis dans les œuvres extérieures. Tu sais, mettons, toutes les murales, tout ça, toute l'achat de peinture qui sont faites en grand dans la ville. Tu sais, je trouve que c'est plus présent. Puis quand ça fait partie du quotidien, on dirait que c'est comme normal d'apprécier l'art. Puis je trouve que la danse devrait faire plus partie du quotidien des gens. Moi, ce serait ça mon utopie, que tu ouvres la télé puis qu'il y ait de la danse, que tu regardes un jeu télévisé puis qu'il y ait un danseur ou une danseuse qui joue à un jeu télé. Tu sais, je sais pas, qu'on fasse plus partie de la norme de quelque chose qui existe, que les salles de spectacle soient plus accessibles à tout le monde, que la danse fasse partie des écoles, pas juste en programme spécial ou en activité parascolaire, mais que ça soit normal d'aller voir un show de danse à 3 ans, tu sais, avec tes parents, comme sortie normale. Tu peux aller au zoo, puis le lendemain, aller voir un show de danse, puis ça fait partie des choses de la vie. Puis j'ai l'impression que si tout ce bouillonnement-là se fait dans tous les jours, ben ça va faire que la communauté, il va avoir plus de place, il va avoir plus de réflexion, chaque œuvre va faire grimper l'autre, tu sais, dans une réflexion globale. Fait que c'est... dans mon utopie, il y aurait comme autant de podcasts sur la danse que sur l'environnement, que, tu sais, plein de... Ouais, qu'on soit juste présent partout, puis dans toute notre diversité aussi, qu'on donne la même parole à tout le monde, juste parce qu'on n'est pas tous pareils. Fait que, j'aime... C'est ça mon utopie. Genre, juste la danse, tout le temps. C'est vraiment très positif. J'adore ça. Yeah! Mais là, je m'en dis, j'aurais peut-être dû inverser puis finir à être une utopie. Mais là, je te demande ta désillusion. Non, ma désillusion. Ben, tu sais, t'en as parlé un peu, mais tout l'aspect administratif de la danse, je sens qu'à l'école, j'étais pas préparée pour ça. Tout l'aspect non artistique de la danse, ça a quand même été pas un choc, mais une espèce de... Ah, tu sais, on n'a pas encore les moyens pour comme que chacun travaille dans sa force, tu sais. Fait que j'ai été un peu, par tout l'aspect professionnel ou la game de la danse contemporaine. Puis aussi le manque de public, parfois. Je trouve ça dur, des fois, en danse. On pense tout le temps qu'on va danser devant une salle comble parce que la danse, ça intéresse tout le monde, mais tu sais, il y en a là, des salles où est-ce qu'il y a 10 personnes dans la salle, même si t'as beau avoir fait toute la com, tout le travail. Tu sais, c'est une question de timing dans le calendrier, de prix des billets, etc. Fait qu'il y a de la non-présence des spectateurs.
Mais ça, c'est relié à mon utopie aussi, que je voudrais que la danse soit partout. Ouais. Parce que remarques-tu, mettons, au niveau du public, que c'est tout le temps les mêmes personnes, que c'est tout le temps un public qui est tout le temps le même, ou tu sais, parce que en même temps, pour recevoir la danse contemporaine, je pense qu'il faut avoir quand même certaines clés. Ouais. Puis tu sais, quand tu parles, tu sais, moi personnellement, quand je parle de quelqu'un qui fait pas de danse contemporaine, comme moi, je comprends rien là-dedans. Oui, je trouve que en sortant de l'école, tu ressens beaucoup que dans le public, c'est les gens qui sont là pour t'encourager. Tu sais, même chose, tu vas voir les shows de tes amis, eux viennent voir tes shows, ta famille est là. Fait que oui, au début, il y a beaucoup de ce même public-là, de la relève qui s'entraide. C'est pour ça que je trouve ça important de mélanger les générations parce que quelqu'un qui est plus établi va avoir un public plus large. Puis aussi, mettons, ceux qui sont les habitués de la danse, ils vont peut-être pas nécessairement aller voir un show de la relève, mais plus une valeur sûre. Ouais. Mettons, la danse, quelque chose qui a été déjà étiqueté. C'est de la bonne danse contemporaine, genre que vous allez aimer ou pas aimer, tu sais, il faut voir ça. Chose qu'on n'a pas à la relève parce qu'on n'en sort pas. Fait que oui, je pense qu'on est un plus petit public là. Puis pour avoir vécu dans le milieu du théâtre dans la dernière année, je trouve que leur public est beaucoup plus large, beaucoup plus divers en âge, en génération, en milieu aussi, duquel les gens proviennent, parce que on dirait que le théâtre fait plus partie de la vie courante que la danse, parce qu'on a accès aussi à un texte, c'est plus proche du cinéma, de la télé, il y a plus de clés, comme tu dis, de comprendre, mais aussi parce que on n'apprend pas, on n'est pas éduqué, en général, la société, à aller voir une œuvre puis qu'on n'a pas besoin de la comprendre. T'sais, on peut juste la ressentir. Je trouve qu'il nous manque ça, comme tu dis, comme clé d'appréciation. Cool. Ben merci d'avoir accepté ton invitation puis d'avoir... de t'être livré. Oui, bien merci. Merci à toi d'offrir une plateforme. Tu fais partie de la roue pour qu'on fasse partie du quotidien des gens. Je trouve ça vraiment important de donner parole aux gens de la danse. Là, c'est vraiment, je trouve ça le fun de se donner cette plateforme-là, d'avoir quelque part où est-ce qu'on peut justement se poser les questions, jaser. Oui, tout à fait. Merci d'avoir accepté d'embarquer dans ce... Merci à toi. Puis bonne continuité. On en veut plein. Oui. Merci.